Bonjour, effectivement, je vais vous expliquer un peu l'intégration du RNB dans notre référentiel SIG. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. De 2001 à 2015, j'étais chef de projet responsable d'application pour tout ce qui était système d'information géographique et les applications CAO-DAO à la ville de Grenoble. Lors de la métropolisation, je suis passé donc chef de projet, le même poste, au niveau de Grenoble-Alpes Métropole sur un service commun entre la métropole et la ville de Grenoble. Et j'ai aussi fait partie du comité technique du projet Open Data, ce qui m'a permis d'avoir une certaine appétence pour l'échange de données et notamment au niveau des données géographiques, on va dire des données référentielles. En septembre 2024, je décide de quitter la métropole pour rejoindre la ville où je vis et je deviens responsable du service SIV à la ville de Saint-Martin-d'Air. Un élément clé dans ce parcours qui va revenir, c'est que j'ai pu, les dernières années où j'étais au service commun de la ville et de la métropole, j'ai pu participer à un programme qui a été lancé, qui était le programme PEPS, qui est un ensemble de projets pour la gestion du patrimoine immobilier et d'espace public. Au cours de ces différents projets, on s'est vite aperçu qu'il y a un point qui revenait sur la gestion du patrimoine immobilier, où il nous manquait la définition d'un bâtiment, le manque d'un référentiel clair, comme on dit, pas de standard, comment on définit un bâtiment, la communication avec le bâtiment, comment on définit, j'ai vu dans les questions, les bâtiments agricoles. Tout ceci était un peu difficile, comment on définissait un square à musique, etc., etc. Et on avait beaucoup de mal pour les services métiers au niveau sémantique à partager des définitions. Enfin, et on avait un savant mélange entre locaux, occupants, ensemble de bâtiments, c'était très compliqué. Et c'est à cette occasion, en 2022, que j'ai rencontré l'équipe RNB, qui à l'époque était constituée de 2 personnes, lors de Geodata Days, avec le lancement du RNB et le lancement effectivement des groupes de travail sur le bâtiment. Là, ça apportait vraiment des réponses aux questionnements qu'on se posait autour du programme PEPS. Donc on a rejoint le groupe de travail et on a participé à l'élaboration des standards. Pour revenir donc, ça c'était le passé, donc je reviens sur le contexte de la ville de Saint-Martin-d'Air. Donc je suis arrivé en septembre 2024. Donc c'est un territoire qui est Saint-Martin-d'Air, c'est une ville catégorisée grand centre urbain, c'est la deuxième ville d'Isère avec 38 000 habitants en 2022. Comme je le disais, en 2015, Grenoble Métropole devient une métropole. La ville de Saint-Martin-d'Air ne renouvelle pas le poste de responsable de service SIG, disparition du service SIG, la ville pensait qu'il allait avoir mutualisation des services SIG avec la métropole. Du coup, à la ville de Saint-Martin-d'Air, de 2015 à 2024, on a un seul technicien SIG qui est rattaché à la direction des systèmes d'organisation des systèmes d'information, le système informatique. Il a fait ce qu'il a pu, il a récolté de la donnée, mais voilà, c'était pas trop le partage de l'information et puis pas de base de données centralisées, ça explique pas mal de redites de données, etc. En 2024, il recrée un poste, donc le mien, en responsable SIG, et ma première mission a été de mener un audit. Donc le constat, 7 téra de données géographiques en fichier plat, en format SHAPE, GeoJSON, etc. Pas de référentiel partagé, pas de mise à jour de la BAN, alors qu'on avait l'obligation en 2023 de mettre à jour, de fournir notre BAN, et des circulations d'informations pas toujours claires au niveau des nouvelles dominations de voies, des parcs, des adresses, et aussi au niveau de la construction bâtiment avec la destruction des bâtiments et l'émergence de nouveaux bâtiments. Et du coup aussi des difficultés d'échange entre les services, puisque pas d'échange d'informations, pas d'échange de définition. Donc du coup, entre les services, un même bâtiment pouvait ne pas porter le même libellé. Donc, grosso modo, j'ai pas été très surpris. J'ai fait le même constat que j'avais fait lors de la mise en place du programme PEPS à la métropole. Donc, la première des actions, on voit que c'était de mettre à jour un référentiel commun. Donc, ce que nous, on appelle référentiel au niveau de la ville de Saint-Martin-d'Air, ce sera un référentiel qui sera constitué des parcelles, des adresses avec certification pour la BAN, donc la construction d'une BAL et un lien avec la BAN, du bâtiment et très rapidement, l'interface avec le RNB est pareil évidente pour pas mal de services métiers. C'est revenu pas mal de fois dans les 2 premières présentations. L'identifiant d'un bâtiment, comme on disait, avoir un identifiant unique
même si les libellés de bâtiments changent entre métiers, avoir un identifiant unique permet de recouper l'information. Je donnerai 2-3 exemples concrets ensuite dont on s'est aperçu, où sur un même bâtiment, comme il n'y avait pas ce partage d'informations, ça a eu des conséquences même au niveau budgétaire, au niveau de la ville. Enfin, on va rajouter dans notre référentiel commun les voies et les découpages institutionnels et métiers. Pour la certification du RNB, nous, on a utilisé le tel spatial FME. Donc, on récupère les sources départementales, comme l'a montré Inès sur data.gouv.fr. D'ailleurs, je remercie le travail du RNB, puisqu'ils sont vraiment à notre écoute. N'hésitez pas à aller sur data.gouv.fr, de leur faire remonter des réflexions sur les jeux de données. J'ai vu qu'il y avait une question sur le WFS. Effectivement, ce serait une bonne idée qu'on ait des flux WFS sur le RNB. Ils sont vraiment à l'écoute et ils font tout pour nous faciliter la vie derrière. Au départ, sur data.gouv, il n'y avait qu'un énorme jeu de données qui couvrait toute la France. Maintenant, c'est partagé en sources départementales et ils enrichissent effectivement les sources de données avec les clés-ban, etc. Donc, plus on sera nombreux à les utiliser, plus on sera nombreux aussi à faire des réflexions sur ces jeux de données et on apportera de l'amélioration à ces jeux de données. Donc, je prends mes sources départementales sur data.gouv.fr et je filtre sur le territoire de Saint-Martin-d'Hères. Et là, comme on disait, le rapprochement, c'est vraiment un partage d'expérience. On arrive sur des petites difficultés à l'intégration. Donc, comme le disait Inès, généralement, le RNB, c'est plutôt un point dans un bâtiment. Mais nous, on avait vraiment besoin, pour se focaliser un peu sur Saint-Martin-d'Hères, du partage entre l'emprise du bâtiment qui est dans on va dire, dans le squelette de base du RNB et avec nos différentes données. Et on s'est aperçu, donc déjà, il y a une différence, c'est que vous avez la notion au niveau des données du cadastre bâtimentaire, du cadastre que vous récupérez, vous avez une notion de bâti léger, de bâti dur. Et cette notion, vis-à-vis du standard CNIGE, eh ben, on a un comportement où on a une interprétation des polygones bâtiments qui sont pas les mêmes. Et on s'aperçoit, par exemple, voilà, je vous ai fait un petit croquis, j'ai un décalage entre l'emprise du RNB, l'emprise sur cadastre dur et l'emprise cadastre léger. Donc, il y a parfois des bâtiments qui, effectivement, où le bâti léger a été intégré dans le bâti dur. J'ai un autre exemple derrière, qui est un peu plus parlant, où on s'aperçoit que, par exemple, voilà, vous avez sur votre gauche, pour vous expliquer ce bâtiment-là, c'est un supermarché. Il y a en fait des petits rectangles qu'on voit au milieu des arbres qui sont issus du RNB et qui ont donc un identifiant RNB, sont en fait des abris à chariots. Donc ça n'a rien à faire dans la base RNB. Donc tout ça, c'est des choses que nous, il faut qu'on nettoie et qu'on fasse remonter le RNB. Ils ont eu une donnée de base pour alimenter le RNB. Il est très important, je pense qu'on met tous la main un peu à la pâte pour nettoyer le RNB, pour avoir un référentiel fiable. On s'aperçoit aussi, je vous ai mis sur la petite image de droite, de petites différences, c'est-à-dire qu'au niveau de la DGFiP, il y a eu un découpage au niveau du cadastre, puisqu'une partie du bâtiment était sur la parcelle, et en fait, c'est le même bâtiment. Donc, pareil, que ce soit de notre côté ou du côté RNB, on s'aperçoit que là, voilà, on va avoir un identifiant RNB pour le gros polygone et un identifiant RNB pour le petit polygone, alors qu'en fait, sur le terrain, ce n'est qu'un seul bâtiment. Ça rejoint aussi un peu la présentation précédente. Ça nous a permis de reconsolider, nous, notre ensemble de bâtiments. Une autre difficulté, comme on disait, c'est que nous, voilà, c'est que entre l'emprise RNB, l'emprise cadastre et l'emprise phosphate, si on superpose les trois, eh ben, on a des différences géographiques. Donc, il a fallu aussi qu'on tranche en se disant sur quoi on travaille, nous, au niveau de la ville, au niveau de la collectivité. Donc, c'est vrai que pour ce faire, on a fait des choix, je vous expliquerai aussi après. Une autre aussi, ça, c'est les bâtiments qui sont à l'origine du stock initial du RNB. Je vous ai fait un croquis, je ne sais pas si vous le comprenez bien. Donc, à gauche, vous avez un bâtiment vu de profil. Donc, ça, c'est le bâtiment en 3D vu dans le physique. Et le stock initial du RNB, si je ne me trompe pas, tu me reprendras Inès, mais je crois que vous êtes appuyé sur la BD Topo. Dans la BD Topo, ce type de bâtiment est représenté par 2 polygones pour montrer qu'il y a un décroché au niveau du bâtiment. Et du coup, comme il y a 2 polygones, comme le RNB a fait un traitement, on va dire, en masse sur son stock initial, eh ben, on se retrouve avec 2 identifiants bâtiments. Donc ça, c'est pareil, c'est des cas qu'il faut identifier, où il faut éliminer un des bâtiments avec un des identifiants pour revenir à un seul bâtiment.
Du coup, les décisions par rapport à toutes ces difficultés et à ce qu'on voulait intégrer dans notre base, on a décidé que dans notre cas, on devait avoir une cohérence avec la source cadastrale. C'était très important au niveau du service urbain. Donc, on s'est dit qu'on allait rapprocher les identifiants RNB de la couche bâtiment cadastral. Donc, on a fait tout le travail sur les emprises des bâtiments durs. Donc, on essaie de reconstruire des géométries complètes, comme je vous l'expliquais, avec les problématiques des polygones qui étaient découpés par les parcelles, ou voire même certaines notions de bâti léger, de les intégrer en fait dans le polygone, puisqu'on s'aperçoit que, par exemple, si je reviens à l'exemple du supermarché, je ne voulais pas montrer, mais les entrées de supermarché étaient considérées comme un bâti léger, puisque c'était de la partie vitrée. Et on se dit, bon, bah voilà, au niveau bâtiment, c'est un tout. On a mis aussi une échelle de priorisation pour certifier les identifiants RNB sur les bâtiments. Objectif numéro un, bien évidemment, tout ce qui est du patrimoine ville, puisque c'est ce qui est le plus attendu dans les services au niveau de l'échange de données. Puis ensuite, les bâtiments recevant du public. Et puis ensuite, viendra les autres bâtiments, bâtiments privés où nous, collectivités, on ne peut pas se déplacer parce que les bâtiments sont fermés, etc. On ne peut pas se déplacer facilement pour aller voir effectivement si si le bâtiment, il y a un seul bâtiment, plusieurs bâtiments, s'il y a communication, pas communication. Notre objectif, c'est de certifier 80% des bâtiments de notre territoire avec un identifiant RNB. Le reste, comme je l'expliquais, par manque de moyens humains, sera fait au fil du temps par l'intermédiaire des enquêtes RIL. On s'est aperçu que finalement, les enquêtes RIL qui sont destinées à collecter des informations pour les recensements seraient un excellent moyen, puisqu'on fait de la vérification d'adresse. Pourquoi ne pas profiter de cette vérification d'adresse pour profiter aussi de la mise en place des bâtiments et de voir avec le RNB si, par rapport au standard CNIGE, on a un ou plusieurs bâtiments derrière. Du coup, là, je vous ai fait un petit peu ma pieuvre qui n'est pas documentée. C'est pas bien. Généralement, quand on fait un traitement FME, on doit documenter et on doit séparer. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire sur FME. Mais voilà, c'est donc le traitement, ce qu'on a fait c'est un traitement FME. Donc on a fait une comparaison entre les surfaces issues du RNB et les surfaces issues du cadastre avec un pourcentage de recouvrement. Et donc, après, on calcule la différence de recouvrement entre les deux surfaces. Et après vérification manuelle, on s'est aperçu que quand on était à 30% de différence, on pouvait, de manière à l'aveugle, attribuer, pour un bâtiment où il y a un cas où il y a un bâtiment sur un bâtiment, attribuer l'identifiant RNB à notre emprise cadastrale. Donc, ce traitement nous a permis déjà de traiter 50% des cas. Reste bien évidemment les autres cas qui sont un peu plus compliqués, comme je disais avec les doubles bâtiments, où là, on va être obligé de passer aussi par du manuel. Les bénéfices attendus par les services. Donc, je crois qu'on revient à chaque fois, c'est un peu une redite par rapport aux deux autres présentations. Mais effectivement, nous, ça va nous permettre l'élaboration d'une table de correspondance entre les libellés métiers. Les services n'ont pas le même libellé, comme je l'expliquais. Donc, voilà, un exemple très concret. Les libellés des bâtiments ne sont pas les mêmes pour le service informatique que les libellés pour les bâtiments du service patrimoine. Le service informatique a passé des contrats pour des abonnements téléphoniques sur des libellés bâtiments, mais comme ils ne sont pas en lien avec le patrimoine et comme on ne partage pas l'information, on paye à l'heure actuelle des abonnements téléphoniques pour des bâtiments qui ont été vendus ou qui ont été détruits. Donc, si on avait une table de correspondance avec un identifiant unique qui nous dirait ce bâtiment a été détruit, ça pourrait redescendre au niveau de tous nos logiciels et nous éviter ce genre de blague. Voilà. C'est un exemple vraiment très concret. On veut aussi de partager les données entre les différents logiciels métiers en rendant cette référence obligatoire dans nos logiciels. Je sais que le RNB est en train de faire je sais que le RNB est en train de travailler avec les assureurs pour intégrer l'identifiant RNB au niveau des assurances. Nous, c'est quelque chose qui a été demandé par notre service justement qui gérait les assurances, d'avoir un point commun. Ah, tiens, j'ai ma présentation qui a sauté. Voilà, je pense on est arrivé au bout pour pouvoir des questions. Alors, vous allez peut-être conclure en quelques. Ouais, attends, du coup, bah, tant pis. J'y étais presque. Okay. Donc, comme on disait, donc l'objectif est presque atteint. Ce qui va pour la suite, il va falloir qu'on prévoie l'intégration de l'identifiant RNB dans l'échelle métier. Donc, ce qu'on va prévoir, c'est qu'on va modifier nos cahiers des charges quand il y aura un localisant au niveau des bâtiments
pour inclure une partie dans le cahier des charges pour que les éditeurs, on va les forcer à mettre les identifiants RNB dans les logiciels au même titre que les identifiants BAN. On va aussi réclamer l'intégration de l'API RNB dans notre logiciel de gestion ADS. C'est le cas pour NextADS, c'est pas le cas pour l'heure actuelle pour notre éditeur. Donc, on va lui tenir la cheville aussi pour qu'il soit obligé de mettre l'API RNB dans son logiciel, en place dans son logiciel. Et ça va nous permettre aussi, on va mettre en place des circuits entre les différents services pour le maintien de la couche bâtiment du référentiel en lien avec le RNB. Faut savoir, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la DGFiP est aussi très partie prenante avec le RNB, puisqu'à l'heure actuelle, il y a eu un changement qui a été annoncé au GeoDataDes, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, où la DGFiP allait prendre en compte les données issues des SIG des collectivités. Donc, c'est bien les collectivités maintenant qui vont fournir aussi des emprises de bâtiments qui seront intégrées dans la DGFiP. Ce sera une des sources prioritaires. Et je pense qu'on n'a pas trop fait le focus sur cette question-là. Donc, je le signale quand même. Je sais que ça avait changé. Je ne sais pas si Inès a plus d'infos là-dessus, mais ça avait été annoncé par la DGFiP il y a 2 ans au GeoDataDes. Donc, voilà. Donc, on veut vraiment mettre en place ces circuits-là et on considère que le RNB devient maintenant le deuxième vrai gros référentiel après la BAN, très important. Et nous, ce qu'on espère, c'est un troisième référentiel qui viendrait sur les tronçons et les voies, qui serait aussi une bonne chose pour nous faciliter la vie, le croisement, surtout au niveau de l'open data avec les différentes données. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, très utile pour voir comment, en pratique, voilà, on peut s'emparer du RNB au mieux. Peut-être une petite question avec une réponse très brève, Jean-Pierre? Oui. Alors, est-ce que vous faites vos caractérisations ERP avec le FME ou pas? Alors, en fait, on va croiser plusieurs bases de données pour caractériser nos ERP par rapport au bâtiment. Donc, on a des données en interne, on a aussi des données qui sont fournies. On s'appuie un petit peu sur de l'OSM aussi pour retrouver les caractérisations de bâtiments, etc. Mais effectivement, on essaye, normalement, on arrive pareil à avoir un taux de résultat qui est assez satisfaisant là-dessus. Ok, mais c'est pas forcément avec FME. Vous les faites avec d'autres. C'est plutôt du croisement. On va se servir des FME pour le croisement de données, mais ça va être du croisement de données en amont. Ok, d'accord. Bah, je pense que c'est bon. On a plus de questions, mais il fallait prioriser, Eric. Okay. Voilà, c'est presque l'heure.